Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news intéressantes avec évidemment le fait que GTA 6 a été repoussé. Oui, nous avons des news aussi au niveau GPU parce qu'il y a forcément toujours des news au niveau GPU et d'autres news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Et commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que, évidemment, oui, GTA 6 a été repoussé jusqu'à 2026 et pour être plus précis, mai 2026. Et c'est évidemment ici la version console qu'on parle, parce qu'évidemment la version PC, elle, sortira encore après, vu que Rockstar n'est jamais très grand fan des joueurs PC, vu qu'ils nous accusent de cheaters la plupart du temps. Enfin bref, dans tous les cas, oui, alors ça a des énormes conséquences pour ceux qui ne se rendent pas compte parce que ça influence l'entièreté en réalité du marché du gaming parce qu'il y a beaucoup de développeurs ou d'éditeurs plutôt qui retardaient le lancement de jeux ou qui faisaient en sorte que leurs jeux sortent avant GTA 6 pour ne pas être totalement éclipsés tout simplement. Surtout qu'on attend à ce que GTA 6 soit plus cher que la normale. Vous devez bien vous en douter, mais si beaucoup de gens l'achètent, ils n'auront pas d'argent pour acheter d'autres jeux à côté. Donc le fait que ce soit repoussé, bon, certains développeurs qui avaient certainement prévu le coup vont peut-être sortir du coup leur jeu fin d'année plutôt que début 2026. Mais il y en a d'autres par contre qui avaient prévu de sortir début 2026 et qui là vont être en mode oh mince, littéralement. Vous aviez aussi, bon c'est un petit peu une raison selon moi bancale, mais Corsair avait indiqué dans un rapport à leurs investisseurs que le fait que GTA 6 n'était pas encore sorti faisait qu'il y avait moins de ventes de PC. Sauf que, de toute façon, c'est même pas la version PC ici qui va sortir tout de suite. Enfin bref, du coup, ça a beaucoup plus d'influence que vous ne le pensez sur un marché. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est une news assez majeure quand même. Ça fait quand même depuis 2013 qu'on n'a pas eu une sortie de nouveau GTA, parce que GTA 5 est sorti en 2013. Évidemment, ils ont continué de travailler dessus. Ils ont fait plein de DLC, enfin plein de DLC sur le GTA Online, évidemment, qui est certainement la plus grosse source de revenus. Donc, vous devez bien vous en douter aussi. À mon avis, GTA 6 va être prévu pour ça dès le début, pour un maximum de revenus. Mais enfin bref, dans tous les cas, ma foi, si vous attendiez GTA 6, ce sera en mai 2026. Et si vous êtes joueur PC, ce sera encore plus de délai, ma foi. Et en parlant de délai, nous avons su la Switch 2 qui est sortie en précommande. Bon, ça fait en réalité quelques jours maintenant, mais il y a eu énormément de problèmes avec les précommandes. Il y en a beaucoup qui ont disparu directement. Il y a des sites qui ont arrêté d'accepter les précommandes. Vous avez aussi des sites qui ont remboursé des précommandes. Basiquement, c'était un petit peu n'importe quoi. Selon aussi Nintendo, du coup, rien qu'au Japon, ils avaient apparemment 2,4 millions de personnes qui voulaient déjà acheter la Switch 2, ce qui me paraît personnellement assez énorme. Alors, je sais qu'elle va être relativement populaire, même si elle est trop chère, clairement, selon moi. Et ça va en partie ralentir l'arrivée de cette console, le fait qu'elle soit trop chère. Je pense que beaucoup de gens vont juste attendre qu'elle baisse de prix. Mais forcément, comme la Switch 1 était très populaire et que la Switch 2 est techniquement rétro-compatible, elle va être aussi très populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient peut-être jouer à certains jeux de manière acceptable parce que sur la Switch 1, certains jeux, c'était pas trop ça. Donc, en plus de ça, le fait qu'évidemment les précommandes étaient un petit peu bancales, la sortie est prévue en juin évidemment. Nous avons encore eu plus de leaks sur la puce notamment. Alors on avait déjà eu ces photos avant, mais maintenant on sait exactement le genre de puce qu'on a. Donc c'est la Tegra T239 et notamment on sait aussi un petit peu l'architecture au niveau CPU. Alors c'est pas affiché sur cette news là, mais je l'ai vu sur une autre news. Et pour information, voilà, ils disent pas sur le CPU ici, mais on a eu plus d'informations sur le CPU. Et pour information, c'est utiliser un CPU du coup qui aurait un cœur du coup ARM X1, donc ce sont les plus gros cœurs, le même genre de cœur que vous avez sur des processeurs mobiles modernes. Donc c'est haute performance. Et puis vous avez 3-4 cœurs justement un peu moins performants, donc des A76, un truc dans le genre. Donc une configuration au final qui ressemble assez bien à ce qu'on a sur téléphone portable. Et puis vous avez encore d'autres cœurs basse consommation ici. Ce qui change énormément de la Switch 1 qui était dépassée, on peut le dire au niveau cœur, enfin au niveau architecture CPU. Autant le GPU était, même s'il était vieux au niveau architecture, il est resté très puissant pour ce que c'était de nombreuses années parce que au niveau processeur mobile, les GPU n'ont pas énormément évolué, surtout à cette époque-là. Ces derniers temps, ça a tendance à plus évoluer, mais à cette époque-là, c'était misérable, les gains. Par contre, le CPU de la Switch 1 était
déjà hyper dépassé à sa sortie. Genre vraiment très dépassé. Et donc, notamment dans certains jeux, moi je peux vous le dire, dans Minecraft notamment, qui utilise beaucoup de CPU, la Switch a énormément de mal. Donc le fait qu'on ait beaucoup plus de puissance CPU sur cette Switch 2, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je tiens à le noter parce qu'on n'avait pas encore cette information-là. On n'a eu aucune information vraiment technique de la part de Nintendo. Donc on ne savait pas ce qu'ils utilisaient comme CPU justement dans cette Switch 2. Et moi, personnellement, j'avais un petit peu peur que ce soit Nintendo, qu'ils aient été un petit peu radins en mode ah, on va juste mettre le plus petit CPU possible ou autre chose, on va économiser là-dessus. Alors, une autre précision aussi qu'on a eue, ce serait sur les fréquences. Alors, c'est plus des suppositions, mais les fréquences de la Switch 2 seraient assez basses, notamment le CPU, à peine au-dessus de 1,1 GHz ou quelque chose dans le genre, donc c'est pour dire. Et on a quand même la confirmation que oui, elle aurait quand même bien 1536 coups d'accord en toute logique, parce que une autre puce Tegra très similaire qui est la T226, 236, quelque chose dans le genre, je ne me souviens plus exactement, pour information à 2048 coups d'accord. Donc en toute logique, elle devrait avoir une configuration en coups d'accord similaire en partie. Donc 1500 coups d'accord Empire, ce qui est pas trop mal, hein. Je vous rappelle, c'est des cœurs Empire, donc même chose que les RTX 3000. Le processus de gravure, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais apparemment, ça utiliserait un nouveau processus de gravure de chez Samsung. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que normalement, Empire était gravé en 8 nanomètres de chez Samsung, mais ça commence un petit peu à dater. Ici, apparemment, ce serait gravé en 4 nanomètres de chez Samsung, et ce serait logique que entre processus de gravure, surtout du même fabricant, donc si vous passez de Samsung 8 nanomètres à Samsung 4 nanomètres, en général, c'est plus facile d'adapter une architecture, notamment l'architecture Empire. Mais si vous passez par contre à un fabricant totalement différent, là, ça peut beaucoup varier et ça peut vraiment changer les choses. Notamment le fait que certains processus de gravure, il faut le savoir, sont optimisés pour les performances, d'autres sont optimisés pour l'efficacité énergétique et ça peut influencer notamment la densité de transistors et donc il faut adapter vraiment l'architecture au processus de gravure. Vous ne pouvez pas juste vous dire « Oh, j'ai une architecture, je vais voir TSMC, hop, c'est bon, il m'en fabrique avec le dernier processus de gravure. » Non, quand vous designez une puce, vous la designez pour un certain processus de gravure, en tout cas à une certaine partie du design, vous devrez penser à ça et du coup adapter votre design au processus de gravure, ce qui est très important. Donc ici, je trouvais ça assez étonnant justement qu'apparemment, oui, ils ont pris le temps, en tout cas Nvidia a pris le temps d'adapter un nouveau processus de gravure visiblement pour permettre d'avoir une meilleure efficacité énergétique, ce qui serait assez important pour cette Switch 2 et garantirait plus de performance. Je rappelle qu'ils avaient, selon Nvidia, ils avaient dit que la Switch 2 serait 10 fois plus performante, jusqu'à 10 fois plus performante que la Switch 1. Est-ce que ça inclut DLSS ? Probablement, mais c'est quand même un gain énorme par rapport à la Switch 1 qui était clairement un petit peu clairement totalement dépassé, mais voilà. Bref, dans tous les cas, on va voir ce que ça donnera quand elle sortira en juin, ma foi. Encore une fois, moi, personnellement, je ne vais pas l'acheter, même si la Switch est la console que j'ai joué le plus. Je trouve qu'elle est encore trop chère et surtout le prix des jeux est juste abusé. Je comprends qu'un jeu AAA, surtout il y en a qui vont dire oui, mais si tu regardes selon l'ajustation à l'inflation et tout ça, ça va encore. Mais pour moi, c'est juste donner une excuse à Nintendo parce qu'on sait très bien que oui, un Zelda à 80 €, je trouve ça logique. C'est un jeu AAA, c'est un jeu qui a demandé énormément d'efforts, qui a demandé beaucoup de budget à être développé. Mais on sait très bien que c'est Nintendo. Ils vont mettre des petits jeux qui ont pris presque aucun temps. Ils vont peut-être même prendre des jeux GameCube, les remettre sur la Switch 2 et puis se dire voilà, 80 € les gars. Ensuite, c'est un petit peu comme Nintendo mais différent. Vous avez Microsoft aussi qui a des nouvelles surfaces qui arrivent bientôt. Donc vous avez la Surface Laptop 13 ou plutôt le Surface Laptop 13 et puis la Surface Pro 12. À ne pas confondre avec la Surface Pro 13 qui est actuelle. Donc cette Surface Pro 12 sera un petit peu plus petite et utilisera des nouvelles puces de chez Qualcomm qui en réalité sont déjà disponibles. Donc on en avait déjà parlé il y a longtemps. Donc je vous rappelle que Qualcomm a développé des puces pour PC. Donc ce sont les Snapdragon X Elite. Et ils sont selon moi intéressants. C'est juste que la sortie a un petit peu été gâchée par Copilot Plus qui est inintéressant. Ils ont mis tout le marketing là-dessus alors que ils n'auraient pas dû, selon moi, ils auraient dû mettre le marketing sur l'efficacité énergétique, ce genre de choses. Mais voilà. Et puis, le deuxième problème, c'est le prix de ces appareils avec Snapdragon.
là aussi, Qualcomm aurait dû faire en sorte que les ordinateurs portables qui sortent avec ces puces soient moins chers que les ordinateurs avec des puces x86. Parce que ça reste quand même un compromis de prendre ce genre de puce pour certaines personnes, enfin beaucoup de gens. Et donc, il faut qu'il y ait un avantage financier, selon moi, derrière, ou en tout cas, il faut que le prix ait du sens. Et le prix n'avait aucun sens avec ces ordinateurs, hein. Beaucoup de puces Snapdragon X Elite sont à plus de 1000 euros. Et c'est juste abusé comme prix pour basiquement un Ultrabook. Et oui, vous allez me dire, oui, des Ultrabooks en x86, donc avec des processeurs Intel ou AMD qui sont à ce prix-là. Oui, c'est le cas. Mais est-ce que vous devriez les acheter? Non, pas forcément. Mais vous avez aussi des Ultrabooks à 600 euros avec des puces x86 et qui sont très puissants. Et c'est ça le problème. Vous pourrez toujours trouver un laptop moins cher. Oui, ce sera un peu moins efficace au niveau énergétique, mais au moins il est beaucoup moins cher. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils veulent justement. Donc, depuis, ils ont sorti les Snapdragon X Plus, notamment des versions weaker. Donc, il y en a beaucoup qui sont sortis. Je ne sais pas s'ils ont non, ils n'ont pas vraiment un tableau récapitulatif, mais vous avez le X1P version 42, donc -42, notamment qui est beaucoup utilisé. Il y a même une version 20 ou je sais pas quoi qui a encore moins de GPU et tout ça. Et donc, ils sont censés être moins chers. Selon les prix que je vois à l'heure actuelle, parce il y a déjà des ordi qui sont sortis avec, pas vraiment le cas. Ça reste très cher encore. Et là, ça reste Microsoft. C'est un peu le problème de Microsoft. Ils se prennent pour Apple, sauf que c'est pas Apple. Et du coup, les Surface Pro 12 ici, qui sont censées être abordables, je suis pas sûr qu'elles seront très abordables, mais ma foi, si Microsoft veut agréablement me surprendre, n'hésitez pas. Même chose avec le Surface Laptop 13, du coup, il sera prévu avec ces nouvelles puces Snapdragon X Plus, voilà, et qui devrait donc en toute logique être moins cher. Mais voilà, ça reste encore une fois Microsoft. Donc, on verra bien. La sortie normalement et l'annoncement, en fait, et même le 6 mai en réalité. On a le 6 mai, mais c'est juste que je tourne très tôt. Donc, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas encore annoncé. Donc, ma foi, d'ici la sortie de cette vidéo, l'annoncement devrait être fait. Donc, vous pouvez aller voir les prix. Mais je prédis que les prix ne vont pas être intéressants. Donc, ma foi, je updaterai dans le prochain Texama Show. Ensuite, on a les deals de la semaine. Alors, c'est un petit peu n'importe quoi au niveau des deals de la semaine parce que pour l'anniversaire des genre 15 ou je sais plus combien d'années de Amazon, c'est plus que 15 années en réalité, ça doit être même pratiquement 30 ans, oui. Ils avaient plein de codes promo et voilà, c'était dur de trouver des deals, on va dire, intéressants parce que c'était basiquement bourré de promotions, mais beaucoup de promotions n'étaient pas très intéressantes. Et en plus, j'ai pas eu trop le temps, je vais être très honnête. Comme vous pouvez voir, l'environnement a changé parce que je suis actuellement techniquement en vacances, mais je continue de travailler. Et du coup, oui, j'ai pas trop le temps. Il y a bien un SSD de PNY en SATA. Donc, c'est un SSD classique que vous pourrez mettre dans un ancien ordinateur portable. 49 euros. Si vous voulez transformer un vieil ordi, vous mettez Linux dessus, surtout s'il n'est pas compatible avec Windows 10. Vous êtes bien. Là. 1 Tera, c'est largement suffisant pour beaucoup de gens. Si vous voulez rajouter du stockage dans votre ordinateur, c'est parfait aussi. Si vous voulez, je sais pas moi, encore une fois, oui, donner une seconde vie à un vieil ordi, c'est parfait. À côté de ça, on a aussi une petite prise de chez Ugreen. C'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser, même si sponsorise souvent la vidéo. Du coup, c'est une prise 6 en 1. Donc, basiquement, vous pouvez la mettre sur votre bureau, comme vous pouvez voir ici. Et vous avez 2 prises secteur et puis un USB type C et 3 USB type A. Alors, ça donne 20 watts maximum, donc c'est pas grand-chose. Mais ça, c'est parfait si vous voulez rajouter des prises très vite fait pour débrancher facilement un ordinateur portable. Ça, je sais que beaucoup de gens ont ce cas-là. Ils prennent leur chargeur avec eux, forcément. Donc ça vous permet de le prendre facilement avec vous. Ça tient au-dessus du bureau. C'est plutôt classe. C'est simple, efficace. Et c'est pour 18 euros. Donc, que demande le peuple? Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de promotions. Donc là, on est sur la page de promotion. Voilà, c'est les 25 ans. C'est jusqu'au 6 mai, donc c'est jusqu'à la sortie de cette vidéo. Donc il y aura encore peut-être des promotions. Je vous mettrai le lien vers la page directement. Il y a énormément de promotions et ça varie tout le temps parce qu'il y a des stocks limités. C'est ça le problème. Je peux vous montrer des deals, mais aussi bien les stocks seront... Il n'y aura plus de stock d'ici la sortie de la vidéo. Et du coup, ça vaudra même plus la peine de montrer. Donc, dans tous les cas, il y a pas mal de deals. Il faut juste faire attention. Il y a beaucoup de ces deals des fois qui pourraient vous dire, oh, un deal sur un SSD Samsung, moins 7%. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres marques qui font des SSD équivalents pour beaucoup moins cher que Samsung ici. Oui, c'est un modèle 4 Tera, mais vous pourrez encore trouver moins cher. Vous voyez que le modèle 2 Tera est à 162 euros aussi. Des SSD 2 Tera en PCI Express 4.0, vous pouvez en avoir pour moins cher. Donc, certains deals peuvent paraître intéressants, mais n'hésitez pas à regarder derrière parce que la plupart du temps,
pas trop le cas. Les petites prises tapas, ça je les aime beaucoup, par exemple, les prises tapas. J'en ai plusieurs à la maison, marchent plutôt bien. Vous avez McCafé. Ne prenez pas McCafé par pitié. Ça c'est vraiment un très mauvais, très 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 mauvais deal. Ouais, bref, comme vous pouvez voir, énormément de deals, mais beaucoup de ces deals, c'est ça le truc, ça prend du temps. Beaucoup de ces deals, selon moi, sont plutôt bof. Si vous regardez vite fait, vous verrez des équivalents d'autres marques qui sont moins chères, parce que certaines de ces marques, au final, font des énormes promotions aussi, mais ils sont plus chers que la normale. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire aussi une promotion. Donc voilà, c'est discutable. Ensuite, Intel continue de booster leur Core Ultra 200 pour le PC fixe, évidemment, ici qu'on parle, pas les versions forcément mobiles, même si, à mon avis, les versions mobiles vont aussi en partie profiter de ces fixes. Ici, ils ont fait un boost via une mise à jour de BIOS qui vous permettra de... En gros, ça va overclocker votre CPU. Alors, pas la fréquence du CPU directement. En réalité, ça va augmenter la fréquence du fabrique, le die-to-die speed aussi qui va augmenter et aussi le support de RAM plus rapide, même si techniquement, vous pouviez avoir des RAM plus rapides déjà. Ici, il y a un meilleur support directement. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même pas négligeable. Et du coup, vous avez justement ici Debauer qui a fait des tests. Et dans certains jeux, ce sera 4% de performance. Mais dans d'autres jeux, ça peut aller jusqu'à 19% de performance, ce qui est vraiment pas mal. Après, il a quand même comparé au meilleur d'AMD, comme vous pouvez voir. Alors ici, c'est un seul jeu, hein, mais AMD reste toujours en tête pour ceux qui se demandent. Mais ça permet de combler l'espace et surtout, ça permet enfin à ces Core Ultra de, basiquement, dans certains cas, même être meilleur que la 14e génération, ce qui est, selon moi, le strict minimum à réaliser, de remplacer, d'être plus performant que le processeur que vous remplacez, mais voilà, c'est quand même notable, il faut le dire. Et c'est une upgrade gratuite, donc ça c'est cool de la part d'Intel de continuer de travailler justement à l'optimisation de ces Core Ultra et ne pas juste les abandonner, parce que pour ceux qui en ont acheté, c'est quand même bien. Et dans certains cas, je vous rappelle que ces Core Ultra peuvent être intéressants. Si vous utilisez énormément la suite Adobe, le Adobe continue d'être très mal optimisé et le peu d'optimisation qu'ils ont fait ces dernières 10 années, c'est sur les Core Intel. Donc, ça vaut la peine d'avoir un Core Ultra si vous utilisez énormément la suite Adobe et que vous n'êtes pas trop un gamer. Avec une carte graphique RTX, c'est le meilleur combo à l'heure actuelle, on va dire, pour la suite Adobe. Si vous utilisez d'autres programmes alternatifs, je pense notamment à DaVinci Resolve et tout ça, c'est pas le cas par contre. Ici, AMD reste devant Intel pour le même prix en tout cas. Et je rappelle aussi que malheureusement, Intel n'a pas vraiment baissé leur prix, ce qui est incroyable quand on y pense. Ils sont clairement dépassés par AMD et les prix de ces Core Ultra restent chers. Ils restent vraiment chers. Donc je ne comprends pas trop la stratégie marketing. Après, peut-être qu'ils ne peuvent pas se permettre de baisser les prix et c'est ça le problème aussi. Et en plus, à côté de ça, Intel a aussi un nouveau driver qui va booster les performances de leur GPU de 10 à 25% selon eux. Alors ça ne concerne pas tous les GPU, ça concerne des GPU plutôt récents et notamment les Intel Arc 140V, vous avez aussi les 130V, donc ce sont des GPU que vous avez sur un ordinateur portable ici. Après, en toute logique, ça devrait aussi arriver pour les Intel Arc sur PC fixe quand on y pense. Mais comme vous pouvez voir, ils ont fait un petit slide ici qui montre que oui, les performances ont augmenté dans pas mal de jeux. Donc ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, une mise à jour de performance gratuite. Intel continue de faire énormément d'efforts justement au niveau de leur driver. Et ça, c'est une bonne chose selon moi parce que ils sont clairement en retard par rapport à AMD et Nvidia. Et donc, ils doivent rattraper. Mais le fait de voir qu'ils continuent de travailler dessus est selon moi une bonne indication et j'espère qu'ils vont continuer justement à arriver à rattraper leur retard. Ensuite, en parlant de mise à jour de driver qui améliore les performances, eux, Nvidia, ils font un nouveau driver qui fixe des problèmes. Ce qui est en réalité une bonne chose, ça je dirais toujours. Si vous avez une marque qui prend du temps à fixer leurs problèmes, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, évidemment, le lancement de ces RTX 5000 a été un peu bancal. Entre les problèmes de stock, les problèmes aussi juste de prix, les problèmes d'encore une fois les connecteurs 12 pins qui ont toujours des soucis. Et puis à côté de ça, les drivers qui étaient un petit peu bancals. Oui, Nvidia a du pain sur la planche, mais c'est une bonne chose quoi qu'il arrive que continue de justement fixer ça. Donc si vous avez une RTX 5000 ou même techniquement une RTX 4000, il me semble que certains fixent... Non, dans ce driver-là, il n'y a aucun fixe RTX 4000. Bon, si vous avez une RTX 5000... N'hésitez pas à installer ce driver si vous aviez déjà des problèmes. Et si vous n'aviez aucun problème et que vous ne comptez pas jouer à un jeu récent, même, je dirais même, si vous n'avez aucun problème,
vous n'avez pas besoin de mettre sur hotfix. Je tiens à le préciser, c'est vraiment pour les personnes qui ont un problème. Et vous ne le verrez pas dans l'application NVIDIA. Ça, c'est un problème seulement avec NVIDIA. C'est que souvent, je ne sais pas si c'est caché quelque part ou autre chose, mais les drivers hotfix ne sont pas visibles là. Il faut aller les télécharger sur le site web de NVIDIA et c'est un petit peu planqué des fois. Mais si vous cherchez le nom du driver, notamment ici, c'est 572.26, vous le trouverez facilement via Google. Et donc, vous pourrez le télécharger. Mais prenez-le que sur le site NVIDIA, bien sûr. C'est très important. Et du coup, ça devrait fixer, comme on peut voir, pas mal de problèmes dans Black Myth Wukong. Vous avez des problèmes avec certains écrans, des flickers sur Forza Horizon, des problèmes sur Forza Motorsport et ainsi de suite. Donc, ma foi, il y a encore certainement des problèmes, mais visiblement, NVIDIA est en train d'essayer de fixer tout ça. Et pour moi, c'est une bonne chose qui fixe les choses, même si ça aurait été encore une meilleure chose qui n'ait pas besoin de fixer des choses parce qu'ils auraient fait les drivers correctement dès le début. Ça aurait été mieux. Pourquoi avoir sorti les RTX 5000 aussi vite? Pourra pas prendre juste quelques semaines en plus, même quelques mois en plus pour fixer les drivers pour tout que ce soit bon? Ça aurait été pas mal, je pense. Peut-être même attendre aussi qu'il y ait plus de puces GDDR7 sur le marché, qu'elles coûtent un peu moins cher, je sais pas. Mettre plus de RAM sur leur GPU, ça aurait été pas mal. Et justement, en parlant de RAM, vous avez AMD qui compte, oui, toujours sortir une RX 9060 XT avec 8 Go et aussi une option avec 16 Go, comme basiquement l'a fait Nvidia avec la 5060 Ti. Et je le redirai, encore et toujours, une carte graphique à plus de 300 € avec seulement 8 Go de VRAM ne devrait pas exister. Point. Il n'y a juste aucun débat. Ça a déjà été testé, retesté. On le sait très bien, un GPU moderne avec seulement 8 Go de VRAM va avoir des problèmes dans le futur. Donc AMD, il n'est toujours pas trop tard, selon moi peut-être, parce que normalement ces GPU vont être annoncés pour le Computex, donc c'est fin du mois, et je serai d'ailleurs au Computex. Donc ce sera à partir du genre 20 mai, quelque chose comme ça. Et on devra avoir une sortie en juin, du coup, parce que c'est juste l'annonce. Donc d'ici le mois de juin, il y a toujours du temps AMD pour juste arrêter de faire ce GPU à 8 Go. C'est juste seulement une très mauvaise idée, à part, et je dis bien à part, si il la sort à moins de 300 €. Mais on le sait très bien, une 9060 XT, ils ne vont pas la sortir à moins de 300 €. Elle est censée concurrencer la 4060 Ti, en tout cas la version XT. La 9060, elle concurrencera la 5060. Et donc, en toute logique, même s'ils font moins cher, elle va être certainement à 350 €. Si on suit la logique, qu'ils soient un petit peu moins chers pour des meilleures performances ou en tout cas des performances équivalentes. Et du coup, la 9060 XT 16 Go, elle sera à 400 € certainement. Ce qui veut dire aussi qu'on a un énorme gros gouffre entre la 9060 XT et la 9070. Ce qui est un problème selon moi parce que c'est un marché très populaire. Donc avoir un gouffre de pratiquement 200 € n'a juste aucun sens. Mais bon, bref, techniquement, il y a la 9070 GRE qui est sortie en Chine, qui comblerait bien ce gouffre, mais on ne l'a pas en Europe. Donc, ma foi, bref. Pas trop convaincu par la stratégie marketing d'AMD sur ces 9060 XT. Les 9070, très bonnes. Elles doivent baisser de prix, parce qu'elles ne sont toujours pas au prix annoncé, mais très bonnes. Elles sont logiques. Bonne performance, bonne quantité de VRAM pour le prix, excellente. Juste baisser le prix. 9060 XT, je ne suis pas encore tout à fait convaincu. La version 16 Go, ok. Mais la version 8 Go, ouais, vraiment pas convaincu. Et j'espère qu'AMD va revenir en arrière sur cette décision qui est, selon moi, stupide. Et justement, en parlant de stupide, nous avons plus de tests de RTX 5060 Ti 8 Go qui montrent que oui, c'est une carte que vous ne devriez vraiment pas acheter. Parce qu'elle a été testée notamment en PCI Express 4.0 versus le 5.0 qu'elle est censée fonctionner. Et vous pouvez vous dire, oh, quelqu'un qui achète une 5060 Ti a forcément du PCI Express 5.0, mais je dirais vraiment pas forcément. Vous avez beaucoup de systèmes modernes qui sont encore en PCI Express 4.0. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter une 5060 Ti et elle ne fonctionnera pas en full PCI Express 5.0. Et le problème ici, du coup, c'est que, comme vous pouvez voir, la version 16 Go, elle est en mode mais ça change rien du tout parce que elle a assez de VRAM, tout simplement. Mais la version 8 Go, on a une chute de performance. Parce que quand la VRAM est pleine, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, bien souvent, les fichiers qui devraient être en VRAM vont être stockés en partie sur la mémoire système. Et du coup, cette mémoire système, le GPU y accède via le port PCI Express. Si vous êtes en PCI Express 5.0, plus vous avez de bandes passantes, plus ça vous permet de garantir, en tout cas,
des bonnes performances et donc moins de soucis, on va dire, avec le fait que vous avez seulement 8 Go de VRAM. Mais si vous passez en PCI Express 4.0, ben là, le souci apparaît. Vous avez moins de bande passante. Donc, si le GPU doit aller rechercher une texture dans la VRAM, ben, ça prendra un petit peu plus de temps. Et quand vous êtes dans un jeu, enfin, quand on parle ici d'un GPU moderne qui fait le rendu d'un jeu, même si c'est quelques millisecondes, ça peut faire une énorme différence de performance. Et c'est ça qu'on a un FPS moyen ici plus bas. Et là, on a juste le FPS moyen. J'ose même pas imaginer les 1%, les FPS les pires. Parce que là, derrière, ça doit être pas une très bonne expérience. On l'a déjà vu par le passé avec justement des cartes qui ont 8 Go de VRAM. Le problème, c'est pas forcément même le FPS moyen, c'est le fait que vous allez avoir des lag spikes, vous allez avoir des freezes tout le temps, et ça va pas être une bonne expérience. Donc oui, quoi qu'il arrive, je vous le dis et je le redis, ne prenez pas une 5060 Ti 8 Go, et ça ne donne vraiment pas envie de regarder à ce que va donner cette RTX 5060 qui va elle aussi sortir avec 8 Go. Je vous rappelle, ça va être vraiment dommage parce que je pense que c'est un GPU très puissant, mais ça, le manque de RAM va juste retenir le potentiel de cette carte. Enfin bref. Et du coup, Nvidia semblerait écouter les gamers, bon, un petit peu en retard, genre 2 générations en retard, parce que ça fait déjà depuis les RTX 4000 que les gens demandent plus de VRAM, même techniquement depuis les RTX 3000, avec notamment la 3070 qui avait 8 Go de VRAM et qui coûtait plus de 500 €. Mais bref, Nvidia pourrait, c'est une rumeur, mettre plus de VRAM sur les versions super des RTX 5000. Donc oui, en toute logique, les versions super arrivent un an, voire un peu plus d'un an après la sortie des modèles normaux. Donc ça donnerait une sortie pour début 2026. Après, si les ventes des RTX 5000 ne sont pas forcément les meilleures, et on va en parler un petit peu après, c'est peut-être le cas, ils pourraient sortir justement ces versions super un petit peu plus vite. Et donc là, la RTX 5080 Super aurait 24 Go de VRAM, ce qui est logique parce que si vous utilisez des puces de 3 Go de VRAM, 8 x 3, ça donne 24 au lieu de 8 x 2 qui donne 16. Et pour la RTX 5070 Super, on aura une configuration de 18 Go qui, elle aussi, a du sens parce que là, la version du coup normale, c'est 12 Go et donc c'est 6 puces, 6 x 3, 18. Encore une fois, tout à fait logique. Donc oui, ça utiliserait des puces de 3 Go, basiquement pour ceux qui se demandent, au lieu de 2 Go de GDDR7. Et du coup, derrière, on ne sait pas trop encore les specs, mais un truc à savoir sur notamment la 5080, c'est que je ne sais pas comment ils vont faire, parce que la 5080 utilise le GB203 pour information au niveau GPU, et le GB203 est déjà maximisé. Genre la 5080, non super, utilise déjà l'entièreté de ce GPU GB203. Il y a rien qui est désactivé. Il utilise tout, ce GPU. Donc ça veut dire que s'ils veulent faire une version plus puissante, il n'y a que 2 possibilités. Soit augmenter la fréquence, peu probable, ou soit, mais ça pourrait être le cas, ou soit tout simplement utiliser un plus gros GPU, un GB202. Mais le GB202, c'est celui qu'on a dans la 5090, ce qui serait un sacré saut, on peut le dire, même si évidemment, peut-être qu'ils ont des rebuts de production de la 5090 qui n'étaient pas suffisamment bons ou autre chose. Ça fait quand même une sacrée différence au niveau coup d'accord. Le GB202 est littéralement à 2 fois plus de coups d'accord. Donc, oui, ce serait un peu abusé. Et le truc, c'est que selon le nom qu'ils ont donné à ces GPU, en réalité, le GB203 devrait être le GB204, on va être honnête. Parce que si vous regardez, il n'y a pas de GB204. Ou en tout cas, il n'y en a pas qu'on connaît. Et du coup, ils auraient dû l'appeler réellement GB204, ce GPU-là, et faire un GB203 qui avait plus de coups d'accord, tout simplement. Qui est à mi-chemin entre une 5090 et une 5080. Et là, ils auraient pu faire justement une 5080 Super un peu plus facilement, même si, en général, les versions Super, on le sait, ont un petit peu plus de coups d'accord. C'est pas non plus une énorme différence. Mais ça reste quand même un problème que je me demande comment ils vont régler si, justement, il faut une version Super de la carte. Il y a aussi la possibilité qu'ils fassent une 5080 Ti. Ça, ce serait tout à fait possible. Et ça permettrait d'avoir une vraie remplaçante à la 4090. Parce que imaginez une 5080 Ti avec 14 000 coups d'accord, ce qui est tout à fait possible parce qu'ils ont une RTX Pro qui arrive avec 14 000 coups d'accord. Donc, en toute logique, c'est une possibilité. Et puis, ils mettent justement des puces de 3 Go pour atteindre 24 Go. Ce serait une remplaçante parfaite à la 4090 avec normalement même un peu plus de performance. Et ils pourraient la vendre
bah, vu que la 5080 est vendue 1100 €, ils pourraient vendre celle-là 1400 €. Il y a des gens qui l'achèteraient quand même, surtout par rapport à la 5090 qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon, bref, c'est juste des suppositions ici de ma part. La 5070 Super, par contre, pour ceux qui se demandent, oui, il y a de la marge. Pour information, le GB205 a plus de codes d'accord normalement. Donc oui, la version qu'ils utilisent dans la 5070, ils ont désactivé une partie des codes d'accord, mais c'est tout à fait possible d'avoir plus de codes d'accord. Je ne sais plus exactement combien, on peut regarder. Et selon les specs, du coup, le GB205 voilà, a 6400 coups d'accord ou shader unit si vous préférez. Et pour information, à 5070, on a 6144. Donc là, ils se gardent un petit peu de marge, certainement aussi, parce que pour être sûr d'avoir plus de GPU, pour pouvoir faire plus de cartes graphiques, parce qu'il y a certaines où il y a juste un petit défaut où ils doivent désactiver un petit peu des coups d'accord. Donc c'est peut-être pour ça, mais ils sont certainement en train d'accumuler des GPU qui sont parfaits avec les 6400 coups d'accord fonctionnels. Et ça, 6400 coups d'accord sur une 5070 Super, avec en plus une augmentation de VRAM, ce serait pas si logique. Ils peuvent aussi augmenter un petit peu la fréquence de base, et ils auraient une upgrade logique pour une version super. Ensuite, pour ceux qui veulent toujours un troisième acteur sur le marché des GPU, ben évidemment, il y a Intel, même si ils ont un petit peu du mal. Et bien justement, ils sont en train de travailler sur leur prochaine architecture de GPU parce qu'elle est passée en pré-validation et ce serait du coup les GPU Celestial, comme ils s'appellent. Actuellement, on a la Battlemage sur la B580, B pour Battlemage. Donc ici, la prochaine architecture, du coup, ça donnera des GPU qui s'appelleraient peut-être C580, C780, ce genre de choses, s'ils continuent cette logique-là, évidemment. Et du coup, oui, une nouvelle architecture avec certainement des améliorations. Il y avait quand même énormément d'améliorations quand on le regarde entre les premiers Intel Arc et les Intel Arc Battlemage. C'était vraiment pas négligeable, surtout pour un nouvel acteur sur le marché. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir autant d'améliorations? Est-ce que Intel, en plus des mises à jour de drivers, a réussi à fixer des problèmes au niveau même de l'architecture qui limitaient les performances de ces GPU pour que ils deviennent plus intéressants? Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'espère que Intel va vraiment persévérer dans le milieu parce qu'il nous faut réellement un troisième acteur. Pas forcément sur toute la gamme de GPU, mais au moins au niveau entrée et milieu de gamme, il nous faut un troisième acteur. Ensuite, on a une news qui concerne la RTX 5070, qui est selon moi la pire RTX 5000 qui existe à l'heure actuelle, parce que le gain en performance, on l'a vu par rapport à la 4070 Super, est de genre 4-5%, et elle est pourtant sortie au même prix, donc vraiment pas très intéressante. Évidemment, pour un possesseur de RTX 4000, mais aussi même des RTX 3000, honnêtement, parce que c'est dire que ils peuvent juste acheter une 4070 Super en promotion ou peut-être quelqu'un qui la revend et ils auront déjà une belle upgrade. Dans tous les cas, elle a encore baissé en prix parce que sur le site GrowBill, vous avez une 5070 qui est même descendue à 569 €. Alors, depuis, l'offre n'est plus là, mais ça montre que, premièrement, elle a du mal à se vendre parce que forcément, si les prix diminuent comme ça, c'est qu'il y a du stock qui s'accumule et du coup, derrière, il diminue les prix. Tenez compte qu'il y a eu toutefois des diminutions de prix qui ont été dues au fait que le euro est plus puissant ou a regagné de la puissance face au dollar. Donc ça déjà, la 5070 était passée à 619 € si je me souviens bien, avec son nouveau prix. Donc si vous l'avez vu à ce prix-là, c'était normal, c'était son vrai nouveau prix de base en tout cas. Mais depuis, elle est quand même moins chère. À part si Nvidia a déjà réajusté, mais si on va sur GPU Tracker et qu'on regarde justement la 5070, vous pouvez voir que non, il y a bien un site qui est encore à 561 € en stock. C'est un site allemand, donc en tenir compte. Mais même sur AzerTNL, qui est très populaire comme site, elle est à 590 €. Vous avez un autre encore site allemand. Vous avez un site Amazon Allemagne, là, à 593 €. Donc, ouais, elle est clairement en dessous de son prix normal, à moins qu'encore une fois, Nvidia ait réajusté le prix depuis qu'ils ont réajusté le prix et que la news n'est pas encore passée, ou tout simplement c'est resté privé, on va dire, comme news. Donc c'est aussi tout à fait possible que les prix étaient encore réajustés de la part d'Nvidia. Mais une chose est sûre, comme vous pouvez voir, il y a du stock. Et il y a du stock sur les modèles les moins chers, ce qui est en général les modèles qui ne sont jamais en stock. Donc ça vous montre à quel point, oui, cette 5070 ne semble pas très intéressante pour beaucoup de gens ou ne convainc pas en tout cas ces gens de l'acheter parce que les stocks clairement s'accumulent. Personnellement, je le redirai toujours, il
n'y a pas forcément de mauvais GPU, bon, à part la 5060 Ti 8 Go. Il y a juste des mauvais prix. Une 5070, si elle était à 550 € maximum, elle commence à devenir intéressante selon moi. 500 €, génial comme prix. Et du coup, évidemment, derrière la 5060 il devrait être encore moins cher. Mais pour moi, c'est juste un problème de prix ici. Et si on regarde d'ailleurs les prix pour ceux qui se demandent, déjà, niveau stock, il n'y a plus trop de problèmes de stock, à part si vous regardez la 5090, mais ça, c'est autre chose. Mais vous pouvez voir que la 5080 est disponible en stock, même en dessous. Alors, en réalité, pas vraiment. Parce que la 5080, même la 5090 ont eu leur prix réajusté, je rappelle. Donc, elle est à son prix ajusté en toute logique ici. Et vous pouvez voir qu'il y a encore des modèles qui n'ont pas de stock. Donc il y a clairement un petit peu d'amélioration à faire au niveau des stocks, mais il y a clairement moyen de l'avoir en dessous de 1200 €. Est-ce que c'est forcément une bonne carte à acheter pour ce prix-là? À vous de voir, à vous d'en décider. Selon moi, pas forcément. Elle devrait être clairement moins chère que ça. Et vous avez aussi la 5070 Ti qui, elle aussi, devrait être moins chère que ça. Normalement, elle est vendue. Alors son prix aussi a été rajusté. Il me semble que d'ailleurs son nouveau prix à rajuster, c'est justement 850 €. Donc là, elle semble être à son prix annoncé, ou en tout cas moins cher peut-être. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais encore une fois, si c'était un petit peu moins cher, ça ne me ferait pas de mal. Parce que je vous rappelle que la 9070 XT d'AMD est encore moins chère et elle est plutôt proche au niveau performance. Et donc, selon moi, Nvidia devrait mettre un petit peu plus la pression ou tout simplement faire un petit peu plus d'efforts au niveau des prix pour convaincre justement les gens d'en acheter, parce que si les prix ne sont juste pas assez bons, bah, les gens vont juste attendre que les prix soient assez bons. Et puis vous avez la 5060 Ti qui, elle, ouais. Voilà, vous avez le modèle 8 Go et 16 Go et là les prix sont juste exactement ce qu'ils sont censés être selon les prix annoncés d'NVIDIA, donc là pas vraiment de surprise, mais il y a du stock. Et j'espère qu'il va continuer à avoir du stock, surtout sur le modèle 8 Go, parce que personne ne devra acheter cette carte graphique. À part si elle descend vraiment en dessous des 300 €, je vais être très honnête, elle n'est pas intéressante. Et juste à cause de sa quantité de VRAM. Les performances d'un 5060 Ti ne sont pas forcément mauvaises, c'est juste 8 Go de VRAM, c'est pas assez en 2025, surtout pour plus de 400 €. Ah, et vu que j'en parlais aussi de la 5090, oui, elle aussi, techniquement, devrait être moins chère que 2349 € parce que son prix a été rajusté. Mais c'est juste que c'est la RTX 5000, évidemment, la plus populaire. Et c'est pas forcément à cause de son prix avantageux ou autre chose. Non, c'est parce que c'est la plus puissante. C'est la seule aussi qui a eu une véritable amélioration de performance quand on y pense. Parce que elle améliore vraiment les performances par rapport à la 4090 qu'elle est censée remplacer. C'est juste que derrière, en plus d'améliorer les performances, ils ont amélioré le prix aussi. Ou plutôt, ils ont augmenté le prix. Donc plus de performance, plus de prix, plus de tout. Plus de chauffe, plus de consommation. Tout est augmenté sur la 5090. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a du stock. Si vous le voulez, à 2700 € sans trop de soucis. Il y avait quand même un modèle à 2500 € sur un site. Ah oui, PC Component. Il me semble que c'est un site espagnol qui est maintenant disponible en France. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être qu'aussi, ils font des efforts pour avoir des prix intéressants pour essayer d'intéresser les gens à venir sur leur site. Tout à fait possible. Je ne connais pas trop le site personnellement. Je ne sais pas s'il est bon. S'il y en a qui ont déjà acheté dessus, n'hésitez pas à me dire ce que ça donne. Mais vous avez une nouvelle option, en tout cas en France, pour avoir peut-être des composants moins chers. Et tant qu'on fait une update de prix pour AMD, alors ici, on voit une 9070 à son prix normalement indiqué, 599 €. C'est génial, mais ça semble être une promotion qui peut-être ne va pas durer. On peut aller voir sur le site. Elle est peut-être déjà finie d'ailleurs. Et en réalité, non, elle n'est pas finie. Elle est toujours à 599 €. C'est sur la version néerlandaise d'Alternate, pas la version française pour ceux qui se demandent. Même pas la version belge pour moi. Donc, ma foi, voilà. Et puis, vous avez la 9070 XT qui, elle aussi, est plus chère que son prix annoncé. Donc là, pas vraiment de surprise. La 9070 en particulier a des gros problèmes de stock, comme vous pouvez voir. Beaucoup des modèles de base ne sont pas en stock. Et vous passez vite à 670 € pour justement des modèles souvent de base de cette 9070. Et la 9070 XT est un peu plus chère à 741 €, 749 € ici. On a quand même pas mal de stock. Plus de stock, j'ai l'impression, sur la 9070 XT. Ce qui semble logique par rapport aux rumeurs comme quoi AMD se concentre sur la 9070 XT. Même si, selon moi, voilà, ils devraient se concentrer sur toutes leurs cartes pour prendre un maximum de parts de marché. Mais bon. Une chose est sûre, les prix ne sont pas encore respectés, donc AMD, ce serait bien d'avoir vos cartes disponibles au prix que vous avez annoncé. Même commentaire que j'avais fait chez Nvidia Vlad et moi, c'est bien d'avoir une carte
performante, c'est bien de l'annoncer à un prix. C'est encore mieux qu'elle soit disponible à ce prix-là. Donc, merci de faire en sorte que vos revendeurs, les constructeurs qui travaillent avec vous respectent tout simplement ce prix de sortie. Et si c'est à cause du fait que vous demandez trop d'argent pour le GPU de base et que derrière les constructeurs n'arrivent pas à faire un GPU, on va dire, intéressant pour le prix de base parce qu'il n'y a juste pas assez de marge pour avoir le refroidissement, un beau PCB et tout ça, mais juste prenez moins de marge parce que clairement, il faut que les prix descendent parce qu'il y a du stock chez Nvidia maintenant, les prix ont diminué et donc si vous voulez vraiment mettre de la concurrence à Nvidia, il faut que vous sortiez votre GPU au prix que vous l'avez annoncé, tout simplement. Et enfin, une petite dernière news intéressante pour ceux qui sont sur Linux. Nous avons Proton 10 qui arrive en bêta. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Proton, c'est basiquement... Alors, je vais certainement mal le dire. Il y a un pro Linux qui va m'engueuler dans les commentaires. Je suis désolé. Mais si je ne m'abuse, Proton... Il y a du tonnerre dehors, pour ceux qui entendent sur mon micro. Proton est basiquement un fork, si je me souviens bien, de Wine, ou en tout cas... Valve a repris Wine et puis a fait Proton, basiquement. Et donc, ça permet de faire tourner des applications Windows sur Linux, mais surtout, Proton est utilisé ici pour, évidemment, faire tourner des jeux vidéo. Donc, si vous installez Steam maintenant sur Linux, depuis pas mal de temps, vous pouvez automatiquement installer Proton et faire tourner des jeux Windows sur Linux qui marchent plutôt bien. Si vous êtes sur pas mal de distros, vous avez Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, franchement... basiquement tout et n'importe quoi, Fedora et tout ça, vous installez Steam, c'est plutôt facile et automatiquement Steam vous permettra de justement faire tourner des jeux Windows. Et donc, franchement, énormément d'efforts de la part de Valve et de la communauté Linux, parce qu'il y a aussi des énormes efforts sur même le noyau Linux pour mieux supporter des technologies qui améliorent les performances dans les jeux justement. Et donc Proton 10 continue cette amélioration, ce qui est cool à voir. Et personnellement, je le dis, je suis en train de travailler sur le fait de passer sur Linux pendant au moins une semaine et si tout se passe bien, même un mois. Je suis en train de regarder parce que tout ce qui me manque, c'est une interface audio pour mon micro, mais ça techniquement j'en ai une qui fonctionne sur Linux via le fait que quelqu'un a fait un port de la version Windows sur Linux. Et j'ai aussi du coup mon programme de montage qui est DaVinci Resolve qui est sur Linux. Il est même fait pour Linux à la base, c'est juste qu'il est fait pour certaines versions de Linux très spécifiques, ce qui est un petit peu embêtant, mais j'ai trouvé une manière de le faire. J'ai vu des gens qui utilisaient tout simplement Docker pour faire tourner DaVinci. Comme ça, ils le font tourner sur la version de Linux pour laquelle c'est prévu, ou plutôt la distro Linux que c'est prévu. Et ça marche hyper bien. Et après, derrière, vous pouvez mettre à jour votre distro principal, du coup, hein, le système host, et ça ne pose pas de problème derrière. Donc, visiblement, ça marche bien. Maintenant, je vais tester. Donc, ma foi, si vous êtes intéressé de voir ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ou si vous n'êtes pas intéressé, ma foi, vous pouvez laisser un pouce rouge, je sais pas moi. Bref, dans tous les cas, d'ailleurs, on va rester là pour ce Tech Samacho aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, justement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.